Bonsoir à tous, le condensé de l'actualité de ce mardi 12 décembre et on se rend tout de suite à l'hémicycle pour commencer 5 projets de loi examinés et adoptés en plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce sont entre autres le projet de loi portant statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan, le projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et ingénieurs conseils qui favorise la création de l'ordre national des ingénieurs conseils. Bientôt les fêtes de fin d'année, une période bien choisie souvent par les malfaiteurs pour agir. Les forces de l'ordre connaissent le mode opératoire et se dressent en face à travers l'opération Épervier. La 9e édition vient d'être lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, met en mission plus de 3000 agents sur le territoire national. Et puis la Guinée, en pleine crise de l'habitat, le pays enregistre un manque de 5 millions de logements. En réponse, les autorités mettent en route un programme de logements sociaux qui devrait être réalisé par un opérateur ivoirien. Plus de 2000 logements en 10 ans de travaux. Le sujet abordé dans notre dossier EcoPlus. Mais tout d'abord, direction l'Assemblée nationale ivoirienne. 5 projets de loi examinés et adoptés en plénière ce mardi. Ce sont, entre autres, le projet de loi portant statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan, le projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et ingénieurs conseils. Konaté Moussa a les détails. L'Ordre national des ingénieurs et ingénieurs conseils a pour mission le suivi et contrôle dans le secteur du bâtiment et de la construction. Le projet de loi permettant la création de cette organisation professionnelle est adopté en plénière ce jour par les députés. Nous avons constaté ces dernières années beaucoup d'effondrements d'immeubles. Et donc aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi, l'État a les instruments pour mettre de l'ordre au niveau de ce corps de métier. Autre texte également examiné et adopté. Il s'agit du projet de loi relatif à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge. Donc, la loi a été adoptée, on va passer donc à la répression. Parce que tous ceux qui vont utiliser ces emblèmes d'une manière abusive, c'est-à-dire d'abord des faux, ensuite d'une manière abusive pour ne pas aller dans le sens de la protection ou tricher, ils vont être sanctionnés. Et c'est inclus dans la loi. Les députés ont aussi donné leur accord pour l'adoption du projet de loi en ratification de l'ordonnance instituant des dispositions dérogatoires au code électoral pour la tenue des élections locales et sénatoriales de 2023. En raison du calendrier de l'exécutif, obligation de conduire un bon processus électoral dans un temps avant la fin de l'année 2023, donc le président de la République a dû prendre une ordonnance pour adapter les délais de saisine de la commission électorale, les délais de saisine du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel pour les raccourcir. Les 2 autres textes concernaient la modification des projets de loi portant statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Cette modification stipule que la fonction de ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et d'Abidjan est incompatible avec celle de membres de gouvernement, de présidents d'institutions, de députés, sénateurs, maires, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des sociétés d'État. Une administration publique performante passe par des hommes bien outillés. 931 cadres supérieurs et intermédiaires ont pris part à un programme de formation en management, renforcement de capacité voulu par la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Serge Colléa. Une administration publique aux compétences et aux capacités opérationnelles renforcées pour une meilleure qualité de service. C'est le but visé par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. En témoigne la formation de 931 cadres supérieurs et cadres intermédiaires. Ils sont issus de la 3e phase du programme triennal en management des administrations publiques. Nous avons une formation assez élevée, assez importante et qui va nous permettre de redynamiser en tout cas à notre niveau l'administration ivoirienne. Au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, j'avoue que nous avons commencé à mettre en application cette formation. Les membres du corps préfectoral font partie de la formation de l'administration. Et là, quand nous recevons ce type de formation, notre rôle c'est de démultiplier la formation auprès de nos collaborateurs et également de nos collègues, de sorte à ce que cette formation puisse effectivement impacter le milieu professionnel, le milieu social de tous les travailleurs ici en Côte d'Ivoire. Ce programme a été exécuté par 2 structures partenaires. Il s'agit de développer les compétences des acteurs du secteur public
afin de booster les performances de l'administration. Les compétences que vous avez acquises vous arment pour relever avec confiance, détermination et professionnalisme les défis futurs. Votre capacité à gérer efficacement les ressources, à promouvoir l'innovation et à soutenir le développement de politiques publiques stratégiques sera essentielle pour bâtir un avenir meilleur pour notre grande nation. Le programme triennal en management des administrations prend en compte la période de 2022 à 2024. Au total, 3000 cadres supérieurs et cadres intermédiaires sont concernés. Eux, ils sont au nombre de 3200, ces policiers et gendarmes qui seront déployés sur le territoire national pour lutter contre le banditisme. L'opération Épervier 9 vient d'être lancée dans la commune de Yopougon à la veille de la fête, des fêtes de fin d'année et de la Cannes 2023. On voit cela avec Khalil Diomandi. Tolérance zéro contre le grand banditisme et tout autre acte de nature à perturber les fêtes de fin d'année et le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est la consigne ferme que laisse le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à ses soldats, mobilisés à la place Figayo de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9. Ce sont au total 3200 agents de forces de défense et de sécurité qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de conduire en parfaite synergie des missions de prévention et de répression de banditisme. Heureux du choix porté sur la commune de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9, Adama Bictogo marque son adhésion et s'engage à jouer sa partition pour sa réussite. En tant que maire, je voudrais vous assurer, monsieur le ministre, de notre engagement aux côtés des forces de l'ordre, de notre disponibilité à faire nôtre toutes les feuilles de route que vous allez développer ici. Que Dieu fasse que cette Coupe d'Afrique soit l'expression du succès de l'opération que vous allez lancer ce jour. Environ 2 millions de visiteurs sont attendus en terre ivoirienne pour la grande messe du football africain en janvier 2024. L'enjeu sécuritaire est donc de taille. Le ministre Vagondo Diomandé rassure que ses hommes et lui vont relever le défi. Au nom des forces de défense et de sécurité, ce challenge sera relevé. Chers collaborateurs des forces de défense et de sécurité, votre responsabilité est grande. En ce moment particulier de notre pays, vous devez continuer à faire en sorte que ce pays soit le plus fréquentable, à faire en sorte que ce pays soit le plus sécurisé, à faire en sorte que ce pays soit en paix de façon permanente. L'opération Épervier 8, lancée en juillet dernier, aura permis la destruction de 278 fumoirs, la saisine de 2 tonnes de cannabis et de 39 munitions de type AK-47. Les forces de défense et de sécurité comptent mettre les bouchées doubles pour cette opération Épervier 9. Et la gendarmerie nationale n'a pas attendu le début de cette opération pour mettre la main sur un réseau de contrefaçon de fausses pièces de monnaie. Il s'agit d'une usine de fabrication de pièces de 100 francs. Nous sommes dans la commune de Béjarville. Les auteurs, 2 citoyens asiatiques. Jean-Marc Djadji. 2 présumés faussaires interpellés ce matin dans une villa de 3 pièces dans le quartier d'Abata, dans la commune de Béjarville. Ils sont suspectés de fabriquer et de faciliter la circulation de fausses pièces de monnaie dans les commerces. Ces 2 ressortissants chinois ont été mis aux arrêts après filature des éléments de la première région de gendarmerie, appuyés par l'escadron et la brigade de gendarmerie de Béjarville. Plus de 100 caisses de stockage, des pièces spécimens et de dispositifs de marquage, de polissage, de lavage et de conditionnement de ces fausses monnaies ont été réquisitionnés. Les soldats de la loi ont en outre saisi 29 caisses contenant des pièces de 100 francs CFA déjà utilisées, ainsi que 8 sacs de céramique. Après perquisition dans un autre appartement à Abata, l'on a enregistré du matériel de jeu d'argent saisi, probable source d'écoulement de ces fausses pièces de monnaie. Les enquêtes sont en cours pour briser une éventuelle chaîne d'approvisionnement, de production
et de distribution de ces fausses monnaies dans le district d'Abidjan. Renforcer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs grâce à l'accès au marché public. L'objectif de l'Agence des Nations Unies, ONU Femmes, qui a instruit plus de 90 femmes chefs d'entreprise. Les détails de Juliette Ouya. La réduction de moitié du taux de la garantie d'offre, le relèvement à 15% de la marge de référence applicable à la sous-traitance. C'est l'une des revendications des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Le pays compte environ 32% de petites et moyennes entreprises détenues par des femmes. Cette rencontre organisée par ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a regroupé une centaine de femmes chefs d'entreprise. Les échanges ont porté sur les marchés publics. Je retiens aussi qu'il faut être vraiment honnête. Il faut être honnête, avoir les papiers qu'il faut. Et puis, il ne faut pas courir ça et là parce qu'il y a des offres. Il faut être précis dans ce qu'on fait. C'est normal qu'on soit professionnel dans tout ce que nous faisons. C'est normal qu'on puisse se former. Et mon souhait qu'on ait suffisamment de formation pour pouvoir vraiment exceller dans ce qu'on fait. Il faut dire que de façon générale, les femmes entrepreneurs, surtout des PME, on était un peu réticentes quant à notre participation au marché public parce qu'on avait beaucoup d'appréhension. Mais au sorti de cette formation-là, on ressort rassuré parce que l'État reste quand même le plus gros pourvoyeur de marché. Il existe 3 types de marchés publics, les travaux, les fournitures et les services. La passation de marché public commence par la consultation, puis l'achat d'un dossier d'appel d'offres ou DAO par les candidats intéressés. Au terme de délais de publicité d'environ 30 jours, les entreprises candidates ayant acheté le DAO déposent leurs offres aux dates, heures et lieux indiqués dans le document. Jetons un coup d'œil à présent sur la crise de l'habitat en Guinée. Le pays enregistre un manque de 5 millions de logements. En réponse, les autorités mettent en route un programme de logements sociaux qui devrait être réalisé par un opérateur ivoirien. L'expérience ivoirienne fait donc école en Guinée. Voici le dossier EcoPlus de Léon Bro. Le programme des logements sociaux est financé à travers un partenariat tripartite, société demandeurs, banque, entrepreneurs. Cet opérateur économique, le voici, Tony, un Ivoirien détenteur de la première société immobilière légalement constituée de Guinée. Il a été désigné par appel d'offres international et pour Tony, l'expertise ivoirienne de promotion immobilière fait école en Guinée. J'ai tout appris en Côte d'Ivoire. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, je tiens la Côte d'Ivoire. C'est ma patrie, c'est là-bas que j'ai tout appris. Et si Dieu me fait grâce aujourd'hui, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Je veux conquérir les 15 millions d'habitants de la Guinée. L'objectif, c'est d'être le numéro 1 en Guinée et sortir de la Guinée. L'ambition de Tony de contribuer au développement de son pays d'accueil s'accompagne d'offres d'emploi. 675 directs et permanents dans le cadre du programme des 2400 logements sociaux. L'opérateur économique ivoirien emploie déjà 100 salariés, 15 ressortissants de la sous-région et 85 Guinéens. J'ai un salaire. Donc avant, là où j'étais, je n'avais pas de contrat. Mais avec un contrat, j'ai toutes les assurances qu'il me faut pour travailler et pour survivre. Si tu mets de l'argent devant pour avoir un travail, tu auras difficile de sortir. D'abord, c'est une expérience de sortir et venir et encaisser aussi un peu des coûts. À ses employés, le conseil de Tony est unique. L'Eldorado, ce n'est pas toujours au-delà de la Méditerranée, mais bien sûr sur place en Afrique. Il suffit d'un projet, d'une ambition et la tête sur les épaules. Symphonia, banlieue de Conakry. Comme à Sangaredi, Doubrika ou Kamsar, des ouvriers à la tâche. C'est ainsi depuis le lancement du programme des logements sociaux dédiés aux travailleurs de la plus importante société minière de Guinée. 2400 maisons basses et duplex de 3, 4 ou 5 pièces à bâtir sur 10 ans. Un réel espoir d'être propriétaire d'un toit. On a traversé beaucoup de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés, on les a enterrées. En accordant à nos travailleurs ce projet d'habitation, vous avez bien compris l'importance capitale que revêt un foyer stable et sécurisé, car ces logements sociaux apporteront
une sécurité résidentielle et assureront une meilleure qualité de vie aux travailleurs et leurs familles. Cet intérêt des miniers pour cette opération immobilière, la toute première en Guinée, le même chez leur employeur et le gouvernement, c'est que la crise de l'habitat décent n'épargne pas le mieux traité des salariés guinéens. Elle porte sur un besoin de 5 millions de logements avec une hausse annuelle d'au moins 10%. L'État qui veut adresser la question fait de ce programme de 2400 logements sociaux un projet pilote et arbitre sa mise en œuvre. Ce projet est le plus important d'un point de vue communautaire. Et nous voulons utiliser ce projet comme étant la référence au niveau national. La CBG et l'État guinéen ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement. Comme le ministre l'a répété, comme le conseil d'administration l'a répété. Donc on compte sur l'entreprise d'accélérer les projets, de les livrer dans les temps et avec la qualité requise. La qualité des travaux, en voici des exemples. Ces logements témoins de Kamsar, approuvés par l'État, la société demandeur et ses employés. Ainsi seront les 2400 logements sociaux du reste des maisons clés en main de valeur comprise entre 18 et 40 millions de francs CFA. 1400 logements à livrer les 5 premières années pour compter du deuxième semestre 2024, soit dans 7 mois. L'investissement représente sur les 10 ans 285 millions de dollars, soit 185 milliards de francs CFA déjà bouclés. Le recrutement a été fait sur la base d'un appel d'offres, sur la base des réalisations déjà effectuées dans le passé par les différents compétiteurs. Donc son dossier a été examiné, on a trouvé qu'il en a la compétence. D'abord, les terrains sur lesquels M. Tony va construire, ces terrains-là lui appartiennent. Parce que c'est lui qui a acheté les différents sites. Donc tous les titres fonciers sont à son nom. Déjà, ça c'est la première garantie. Et il a encore eu l'accompagnement de sa banque en termes de financement. Donc, si je ne le souhaite pas, Tony est un peu défaillant, c'est la banque qui vient prendre le relais. Nous avons une entreprise subsidiaire avec laquelle nous travaillons au développement de l'Afrique. Nous entrons dans des partenariats pour développer plusieurs autres domaines. Nous avons déjà fait plusieurs projets aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Afrique et ça a toujours été des succès. Nous sommes sûrs, parce que nous sommes habitués à ce genre de challenge et ce n'est pas un problème pour nous. Nous vous assurons que nous irons jusqu'au bout de ce projet. Voilà, promotion immobilière, l'expérience ivoirienne a fait école en Guinée. Le dossier EcoPlus signé Léon Brou qui aborde justement la 5e édition des Journées nationales du cajou, un rendez-vous qui aura lieu du 14 au 16 février 2024 et dont le lancement s'est tenu le 29 novembre dernier à Abidjan. Regardons. Le cajou, deuxième produit d'exportation après le cacao avec 875 000 tonnes cette année sur une production de 1 200 000 tonnes de noix, soit un taux de transformation locale de 25%. La Côte d'Ivoire, toujours premier producteur mondial de cajou, se fixe à l'horizon 2030 de transformer de moitié sa production. Et la 5e édition des Journées nationales des exportateurs de ce produit va contribuer à relever ce défi. Pour être un bon transformateur, il faut maîtriser la chaîne des valeurs. Et nous déjà, nous avons la chance de pouvoir maîtriser l'approvisionnement et l'exportation. Avec les nouvelles unités de transformation qui sortent et appartenant aux exportateurs, nous pouvons atteindre les 50%. À cette initiative s'associe l'organisation interprofessionnelle agricole ANACAD et le conseil coton ANACAD. Cette 5e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou prévoit en effet des innovations telles un jeu tombola, des actions sociales et surtout des expositions, des rencontres B2B, des réflexions sur les leviers de la transformation locale. Des travaux du 14 au 16 février 2024 pour impacter les chaînes de valeur, à savoir la production, la transformation, les paysans, les commerçants de produits dérivés de la noix de cajou. En tant qu'exportateur, vous êtes aussi une des vitrines de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que votre responsabilité est grande en termes de qualité de ces produits, tant sur le plan de la noix brute de cajou que sur l'amande.
Durabilité de la filière anacarde, gage de compétitivité de l'économie ivoirienne, thème de la 5e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou, ce produit qui représente 15 000 emplois directs et 9% du produit intérieur brut. Poussons à présent les portes de la politique. À Korogo, les responsables du RHDP sont formés sur les statuts et règlements intérieurs du parti. Un atelier en vue d'éviter des cas d'indiscipline et mieux préparer les futures échéances électorales sous l'impulsion du ministre de la Communication, Ami Sissoko. Le RHDP, un parti organisé et discipliné pour relever les défis de 2025. Cette ambition affichée par le parti au pouvoir passe par la formation des structures de base selon ses responsables. À Korogo, elles sont outillées par le secrétariat exécutif adjoint chargé de la formation sur la connaissance des statuts et règlements intérieurs du parti, la maîtrise des feuilles de route et les stratégies d'animation des structures locales du parti. Plus on est formé, plus on a guéri, et sur le terrain, on peut quand même sensibiliser nos militants. Nous encourageons ce genre de formation parce que ça va permettre à beaucoup de personnes, à beaucoup de militants de comprendre le parti et de savoir entretenir la vie du parti. Après échange et recommandations, les formateurs ont exhorté chaque responsable à s'approprier les textes du parti et faire en sorte que chaque militant de sa structure s'en imprègne. Tout parti politique a des tests et les militants se doivent d'observer ces tests pour éviter le cafouillage et renforcer la cohésion au sein des partis. N'oublions pas que nous avons un point de mire 2025 où naturellement, le RHDP voudra bien être réélu, encore une fois. Cette formation est une initiative du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, également secrétaire départemental. Elle s'inscrit dans le cadre de l'animation des structures du RHDP. Il a été également question au cours de cet atelier de restituer le séminaire post-électoral du 17 au 19 novembre dernier à Abidjan. Cet atelier de formation sur les textes du parti pour que justement les militants soient de bons militants, des militants disciplinés, respectueux donc des statuts et règlements intérieurs du parti. Le ministre Amadou Koulibaly a incité les responsables politiques à être au contact permanent des militants et à transmettre leurs préoccupations au parti en vue de la bonne marche du RHDP. Le 17 décembre prochain, on connaîtra le nom de la nouvelle présidente des femmes du RHDP. Elles sont 6, les candidates retenues avant l'Assemblée générale élective. Elles ont eu une rencontre avec la présidente du comité d'organisation, Raymond Goudou Kofi, et la vice-présidente du RHDP, Kandia Camara. Le point de Éric Ogoré. Le 17 décembre prochain nous situera. Qui de ces 6 candidates retenues sera choisi par les femmes du RHDP pour les conduire? L'Assemblée générale élective des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'inscrit dans le cadre du renouvellement des instances du parti. Avant la présidentielle de 2025, les candidates retenues se sont entretenues avec la vice-présidente du directoire du RHDP, Kandia Kamisoko Camara, et la présidente du comité d'organisation, Raymond Goudou Kofi, qui donne ici les enjeux de cette élection. Nous sommes particulièrement heureuses d'avoir vu ces dépôts de candidatures. Cela montre un peu la partie démocratique que nous allons aborder. Nous avons remarqué qu'elles sont engagées pour le parti, mais elles ont surtout précisé qu'elles présentaient leur candidature pour renforcer la présence des femmes dans l'objectif en 2025 de repositionner le RHDP, de prendre leur place entièrement. Plus d'1 millier d'électrices sont attendues aux unes pour cette élection des femmes du RHDP. L'événement est majeur pour cette formation politique. Dans cette autre famille politique, on parle d'élection, celle du président du PDCI RDA et du rejet de la candidature de Maurice Kakou-Gikawe. L'homme s'est d'ailleurs prononcé. De son côté, la direction du PDCI RDA dit n'avoir rejeté aucune candidature. On voit cela avec Éric Ogoré. Le contrôle judiciaire du 18 janvier 2023 allégué comme motif exclusif du rejet de ma candidature est consécutif à mon arrestation à la résidence du président Rikona Bédié suite aux événements post-crise électorale d'octobre 2020.
Maurice Kakou Gikawe a expliqué les raisons qui l'ont amené à faire acte de candidature en 3 points. 1. Par devoir, pour respecter la deuxième partie du testament politique que m'a légué le président Félix Houphouët-Boigny. 2. Pour exécuter la mission de transmission de l'enseignement reçu des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié aux plus jeunes que nous. 3. Pour soutenir le candidat du PDCI-RDA qui sera issu de la Convention et le conduire à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le secrétaire exécutif du PDCI a également déroulé son programme au profit de son parti. Il a qualifié le rejet de sa candidature d'injuste. Toutefois, il n'a pas ambition de saisir la justice ivoirienne. De son côté, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire affirme ne pas avoir rejeté ni éliminé un seul candidat parmi tous ceux qui se sont présentés. La direction du PDCI-RDA rappelle à tous qu'elle n'a à aucun moment rejeté la candidature de M. Kakou Gikawe. Comme suite donc ce qui précède, le comité électoral a délibéré. Tous les dossiers des postulants seront transmis au bureau du Congrès avec les lettres de démission de ceux qui en ont pris la décision. Le congrès du PDCI-RDA est prévu pour le 16 décembre prochain. Autre volet de l'actualité, les ministres africains de la Santé se sont retrouvés à l'occasion de la COP28 à Dubaï. Au cœur de la rencontre, l'impact des changements climatiques sur la santé des populations. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, appelle ses pairs à une synergie d'action. Grace Kando. Le rapport 2023 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique que les changements climatiques affectent à la fois la santé physique et mentale des populations. En Afrique, des millions de personnes sont concernées par ce fléau qui menace la vie sur Terre. En vue de trouver des solutions durables à cette problématique, Demba Pierre, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec ses pairs africains, ont trouvé une lucane de réflexion collective au cours de la COP28. On gagnerait tous à construire des systèmes de santé résilients, mais l'Afrique a tenu à ce que l'on parle d'une même voix pour que la participation soit globale, pour que nous puissions capter des fonds qui permettraient de renforcer, sinon de consolider nos systèmes de santé. Donc ce que nous avons convenu ici, c'est que nous devons travailler ensemble, tous les ministres africains, parler d'une même voix pour qu'auprès des partenaires, dont les partenaires qui financent l'environnement, nous puissions avoir les ressources nécessaires, mais surtout renforcer notre système sanitaire, puisqu'il y a de nouvelles maladies qui naissent du fait du changement climatique auquel il faut faire face, telles que le paludisme, la dengue, etc. Mais également donc, renforcer la recherche et la formation au niveau des institutions pour pouvoir être promptes à réagir lorsqu'il y a des maladies qui interviennent dans nos pays. Après cette rencontre, les ministres africains de la Santé envisagent de se retrouver de façon périodique pour partager leurs expériences respectives. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les députés français ont adopté ce lundi 11 décembre une motion de rejet préalable au projet de loi immigration avec les voix de la gauche, de la droite et de l'extrême droite, infligeant une très lourde défaite politique au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est immédiatement rendu à l'Élysée où il a remis sa démission au président de la République, qui l'a refusé. C'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière, a affirmé Gérald Darmanin sur TF1. Excellente soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir. On se retrouve demain.